Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous d'analyse de l'actualité nationale. On n'a pas pu honorer notre rendez-vous la semaine écoulée. Vous m'envoyez tout désolé. Des contraintes imprévues nous ont obligés justement à manquer le rendez-vous. Mais cette fois-ci, on est bien là. Et donc, pour évoquer l'actualité avec mon éternel compagnon, Anissé Carlos Oké. Bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'être là pour décortiquer l'actualité avec moi. On peut dire qu'actuellement, plusieurs sujets, ma foi, occupent donc le devant de l'actualité au Bénin. On peut déjà constater ce débat autour de la question du troisième mandat en dépit des assurances et des promesses de Patrice Talon. Patrice Talon, justement, qui est annoncé aussi pour faire une tournée nationale dans les 77 communes du Bénin à partir du mois d'avril. On pourrait en dire deux mots aussi. Deux mots à propos de la sortie de Maître Adrien Hungwedji le dimanche dernier. Lui qui a embauché la trompette, je dois dire, de l'opposition pratiquement avec les récriminations chantées par l'opposition à Patrice Talon. On va revenir certainement là-dessus si le temps nous le permettait. Et puis, cette actualité qui va au-delà des frontières nationales. Depuis le 29 janvier 2025, il y a 3 pays qui ont quitté officiellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, même si, en tout cas, Abuja espère toujours leur retour au sein donc, de la communauté. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont effectivement quitté donc l'organisation sous-régionale et maintenu la création de l'AES avec quelques projets en cours de gestation, on pourrait dire. Voilà un peu l'essentiel de ce sujet, habillant l'actualité. On verra bien si le temps nous permettra de faire le tour d'horizon de tout cela. Mais on va déjà commencer par le tout dernier que j'ai évoqué, Anissé Carlos Oké, les États de l'AES qui définitivement, en tout cas pour l'instant, ont quitté la CEDEAO. Vraiment têtu, hein, doit-on dire en griffe, ces 3 pays? Non, enfin, pas têtu. Disons que... Jusqu'au boutiste. Ah oui, jusqu'au boutiste, justement. Mais ce n'est pas jusqu'au boutiste pour la forme. Parce qu'en réalité, en analysant les forces et les faiblesses d'une telle décision, ces États considèrent qu'ils ont suffisamment d'atouts pour assurer une autonomie financière et pour ensemble mutualiser leurs efforts pour constituer une force économique importante. Si ces pays-là n'avaient pas de ressources naturelles qui leur donner cette assurance, je suis convaincu qu'ils ne seraient pas sortis de la CEDEAO. Donc, c'est à partir des ressources qu'ils ont, le lithium et l'or du Mali, l'uranium et le pétrole du Niger et l'or du Burkina Faso, ça leur permet d'avoir une banque de développement ou d'investissement, si vous voulez, et ça leur permet de tenir le coup et de voir venir. Donc, ensemble, ils sont plus forts, mais ces ressources-là, diluées dans tout le patrimoine de la CEDEAO, ne leur donne pas autant d'aisance financière qu'ils auraient pu l'avoir. Donc, c'est un calcul bien fait et qui, en tout cas, profite à ces États quand ils se mettent en marge de la CEDEAO. Mais on a déjà vu ce genre de velléité, pas velléité, ce genre de projet par le passé. Le projet qui mettait ensemble le Sénégal, le Mali, entre-temps, qui n'a pas prospéré. On a eu beaucoup de regroupements comme ça de la sous-région aussi qui n'ont pas fait long feu. Le Conseil de l'Entente ne sait pas ce que ça devient, cette affaire. Est-ce que ces micro-regroupements ont vraiment de la chance de prospérer? C'est vrai que les contextes ont changé et que les acteurs aussi ont changé. Moi, je considère que quand on est nombreux, on est plus fort. Et moi, j'ai toujours regretté que ces États aient décidé de se séparer des 12 autres pays de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, c'est quand même 50 années de vécu ensemble et d'intégration, en tout cas d'efforts d'intégration. Donc aujourd'hui, pour qu'un organisme de cette nature-là naisse et fasse la même expérience, il faut attendre peut-être plusieurs décennies. Donc, en restant au sein de la CEDEAO, avec leurs particularités, moi je pense que les États de l'AES auraient pris une meilleure décision. Mais il se trouve qu'ils se sont trouvés un ennemi commun qui serait le parrain de la CEDEAO et qui empêche en fait la CEDEAO d'émerger, et ils veulent montrer qu'en sortant de la CEDEAO, en sortant, comment on va dire, de l'autorité de ce parrain, on peut s'épanouir davantage et aller plus loin. Bon, l'expérience dira s'ils ont raison, mais toutes les organisations dans le genre de la CEDEAO ont eu des difficultés en Afrique, et la CEDEAO est l'une des rares organisations à avoir résisté, à être très résiliente, parce que
quand vous constituez une force économique, vous gênez énormément d'intérêts. Et la CEDEAO faisait partie de ces organisations qui laissaient un peu d'espoir de voir les Africains ensemble émerger et construire quelque chose ensemble. Bon, certains ont travaillé depuis toujours à fragiliser la CEDEAO, à morceler les États africains, à les écarter les uns des autres. Pendant 50 ans, ça n'a pas fonctionné, mais il semble que quelqu'un ait trouvé le moyen de séparer les États de l'AES de ceux de la CEDEAO, et c'est bien dommage, parce que quel que soit l'angle de vue dans lequel on analyse la sortie des États de l'AES, ça ne peut pas être profitable aux Africains, ça ne peut être profitable qu'à ceux qui ont intérêt à ce que les Africains se divisent. On salue souvent la longue marche menée par la CEDEAO, ces 50 années d'efforts d'intégration, etc. Est-ce qu'on ne va pas trop cher un peu, je dois dire, c'est supposé acquis de la CEDEAO, quand on sait que historiquement et sociologiquement, déjà, les peuples de l'Afrique de l'Ouest partagent quand même certaines proximités culturelles, certaines proximités, on ne va pas dire géographiques puisque c'est évident, etc. Et que c'est sur ça que la CEDEAO soit fait. Alors même qu'actuellement, les défis de la région ou de la sous-région ont fondamentalement changé. La question de la sécurité, la question de l'autonomie économique, la question de, je dois dire, de l'entente politique. Parce que justement tout cela est parti à cause de points essentiels au plan économique qui ont été violés. Bon, moi je pense que si on met les intérêts des États au-dessus de tous les autres intérêts, il y a des décisions que certains chefs d'État ne devraient pas prendre. Et moi je considère que si la lutte contre le terrorisme était l'objectif principal des révolutions qu'on a connues dans le Sahel, si cette lutte-là était efficiente, était porteuse de résultats, on n'aurait pas aujourd'hui la possibilité, enfin, on ne verrait pas créer une force conjointe de 5000 hommes pour essayer de régler un problème qu'individuellement, ils n'arrivaient pas à résoudre. Moi, je pense que l'idéal aurait été de trouver le moyen de faire en sorte que la CEDEAO elle-même soit impliquée dans la lutte contre le terrorisme. Mais depuis, c'est ce qu'il reproche. Il semblerait effectivement qu'il y a des raisons pour lesquelles certains pays de la CEDEAO ne s'engagent pas pleinement, et on a créé des forces qui n'ont jamais été activées, on a fait des investissements qui n'ont jamais abouti, et puis, bon, si c'est pour aller déstabiliser, ou en tout cas créer la terreur dans l'un des pays où il y a un coup d'État, il y a des forces qui sont capables de se réunir rapidement. Bon, donc l'objectif de la CEDEAO de lutter contre le terrorisme n'a pas abouti, et c'est peut-être pour ça que, bon, on peut trouver un peu raison à ces pays qui ont décidé de prendre leur destin en main, en considérant qu'il y a un pouvoir qui pèse sur la CEDEAO et qui empêche la CEDEAO d'agir pleinement dans le Sahel, où d'ailleurs on considère que c'est le parrain de la CEDEAO lui-même qui est l'instigateur de tout ce qui se passe du point de vue du terrorisme là-bas. Donc aujourd'hui, ces pays se sont séparés. Je pense que l'histoire retiendra qu'ils sont partis de la CEDEAO le 29 avril, et on verra ensemble, le 29 janvier du moins, et on verra ensemble d'ici quelques années si leur départ a été une bonne décision. Est-ce que la CEDEAO devrait être sans pleine autre mesure quand on voit un peu, je dois dire, leur contribution d'abord au fonctionnement, au bon fonctionnement de l'organisation, ensuite leur PIB respectif quant à l'équilibre économique de la région, et puis la proximité, je dois dire, des peuples qui, ma foi, ne sont pas autrement affectés par, je dois dire, les dissensions au sommet des différents États. Est-ce que la CEDEAO devrait en principe s'en plaindre? Ah ben, on ne sait pas encore, parce que vous savez, la CEDEAO, c'est quand même, c'était 400 millions de consommateurs pour un marché de 720 milliards. Et aujourd'hui, il y a 72 millions de consommateurs qui sont partis de la CEDEAO. Et ces 72 millions de consommateurs, même si le pays dit que les autres ressortissants peuvent venir chez eux sans aucun problème, il y a de la négociation à faire. Parce que ce n'est pas automatiquement que la CEDEAO va accepter toutes leurs propositions. Donc, la libre circulation des personnes et des biens est un dossier à mettre sur la table et à renégocier. Dans un espace où les citoyens déjà étaient très, comment dire, fraternisaient pratiquement, où il n'y avait pas de frontières pour les citoyens, ça devient un problème, parce qu'il y a aujourd'hui des limites à respecter pour les pays de l'AES,
et pour les pays de la CEDEAO. Maintenant, pour les marchandises et sur le plan économique, il y a, on va dire, comment on va dire, le mécanisme de libéralisation des échanges qui va être également négocié parce que ce n'est pas parce que les États du Sahel ont dit nous ouvrons nos frontières, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pour ça que la CEDEAO automatiquement va accepter. Donc il faut remettre tous ces projets sur la table, sans compter qu'il y avait des projets d'ordre communautaire et sociétal que la CEDEAO finançait dans ces pays-là. Il faut remettre tout ça sur la table et négocier. Donc si sur le plan économique, ces pays ont quand même du répondant, il faut avouer que l'intégration qui était en cours va recevoir un coup, va ralentir et ce n'est pas à la faveur des populations. Peut-être que les pouvoirs politiques trouveront leur compte, mais pas les citoyens tout de suite. Les trois pays ont quand même cette excuse que c'est, ma foi, en dehors du Nigeria, les plus frappés par le phénomène du terrorisme fondamentalement, et que donc mutualiser les forces et les énergies pourrait être peut-être une option donnée, étant donné que les armées respectives de ces pays ont montré leurs limites face au phénomène. Oui. Ce que je disais tantôt, c'est une expérience à faire. Et puis on verra d'ici quelques années si ces pays ont eu raison de prendre cette décision-là, parce que en réalité, il faut considérer que si la CEDEAO voulait réellement lutter contre le terrorisme, il y avait moyen de montrer au moins qu'on avait essayé et qu'on n'a pas pu. Mais là, on n'a rien essayé du tout. On a laissé les pays du Sahel livrés à eux-mêmes, se démerder tout seuls. Et c'est normal qu'à un moment, ces pays-là disent non, mais on ne va pas accepter de disparaître. Nous avons un combat à mener. On a que, en même temps qu'ils naissent et qu'ils créent leur coalition, d'autres sont en train de taper à la porte. C'est vrai que le Tchad n'a pas clairement signifié son envie, mais on a quand même entendu Lomé ne pas rejeter catégoriquement l'idée d'intégrer l'AES. Au niveau du Ghana, on est même passé jusqu'à nommer un représentant directement auprès de cette organisation naissante. Est-ce que, à peine né, l'AES attire déjà, intéresse déjà, ou c'est des positionnements géostratégiques tout simplement? Oui, tout ça fait partie des positionnements géostratégiques et surtout des positionnements économiques. Parce que on évalue ce que représente l'AES et ce que représente la CEDEAO. Et comme je vous ai dit, les États de l'AES aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de ressources naturelles. Et ces ressources avaient été exploitées au détriment des citoyens de ces pays-là par des puissances étrangères. Aujourd'hui, les citoyens prennent leur destin en main, exploitent les ressources au profit de leur pays et ça peut générer beaucoup d'argent. Donc, je disais tantôt qu'ils sont capables de créer d'ici peu une banque d'investissement et les États qui seraient partie prenante d'un accord avec ces pays-là pourraient bénéficier des prêts ou en tout cas du financement de ces banques-là. Donc, comme les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts, il y a des États de la CEDEAO qui vous diront bientôt, nous ne quittons pas la CEDEAO, mais nous sommes quand même sympathisants de l'AES. Ça va être paradoxal, ça, non? Ça serait pas paradoxal. Contradictoire. Ça c'est bien bon, mais enfin, ce sera une décision. Et si la CEDEAO décide de les exclure, ils iront rejoindre de plein pied l'AES. Donc, je crois que ça arrivera bientôt où on aura des pays qui auront un pied dans la CEDEAO et un pied dans l'AES parce que les intérêts avec ces pays-là ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a des pays qui ont de forts intérêts, de gros intérêts avec les États du Sahel et ne peuvent pas s'accommoder du fait que la CEDEAO dise bon, ils sont partis. Parce qu'il y a les citoyens qui ont des habitudes, qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain et l'État, le pouvoir d'État est obligé parfois de suivre le mouvement des citoyens. Donc, il y a des États qui entourent la CEDEAO et dont les dirigeants vont réétudier, en tout cas, la position de leur pays par rapport à l'AES. Mais en même temps, c'est la remise en cause, je dois dire, d'un certain nombre de projets au niveau de la sous-région qu'on pensait avoir fait fortement avancer. La question de la monnaie unique, par exemple, la question de la force unique ou d'intervention, etc. Ça va être des questions qu'on va mettre sous boisseau, simplement à cause de ce jeu. Hein? Non, enfin, la CEDEAO va continuer. Mais vous avez vu que les États du Sahel veulent leur damer le pion et montrer qu'eux autres peuvent aller très vite et obtenir des résultats sur le plan. Ils ont déjà une coalition de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Donc ils ont mutualisé leurs moyens.
Et ils ont déjà lancé le processus du passeport, de la monnaie unique et tout ça. Donc, ils peuvent aller très vite sur le plan de l'intégration et montrer qu'en réalité, la CEDEAO aurait pu faire bien mieux que ce qu'elle fait aujourd'hui et qu'effectivement, elle reçoit des ordres d'un parrain pour faire le moindre pas. Et ce qui pourrait attirer justement d'autres pays intéressés par ces projets communs, le Nigeria qui a été quand même le lead de ces deux projets que j'ai cités, la force d'intervention et surtout la monnaie économique. Donc, l'élargissement, je dois dire, du nombre, la multiplication du nombre de pays intéressés par ce projet qui naît. Oui, et il y en aura de temps en temps, enfin de plus en plus, il y aura de pays qui s'intéresseront à l'AES si jamais le départ de l'AES s'avérait définitif. Parce que pour l'instant, pour eux, c'est définitif, mais la CEDEAO continue de penser que bon, 6 mois on peut négocier. Mais je pense qu'ils sont partis. Je pense qu'ils sont partis. Et s'ils sont partis, comme certains États le pensent, et c'est ça d'ailleurs qui montre qu'il y a déjà des frémissements pour se rapprocher d'eux. Et s'ils sont déjà partis, c'est qu'on aura de plus en plus d'États qui s'intéresseront. L'AES ne vivra pas en autarcie. L'AES vivra toujours, on va dire, en parfaite intégration avec les pays qui les entourent, en tout cas pour les pays qui comprennent les enjeux, qui incluent les intérêts des citoyens. Parce que entre le Bénin et le Niger, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire pour empêcher les citoyens de continuer d'avoir leur vie tout à fait normale. Il n'y a pas de frontière entre le Bénin et le Niger. C'est seulement lorsque, sur le plan administratif, vous devez remplir des papiers que vous vous rendez compte que vous êtes à une frontière. Donc, avec d'autres pays, c'est comme ça. Il n'y aura aucun moyen de gommer ça et de fermer radicalement la frontière sur la durée. Donc, même s'il y a des frictions politiques qui amènent aujourd'hui le Bénin et le Niger à fermer leurs frontières, il arrivera forcément un moment où les mouvements des populations obligeront les dirigeants à voir les choses autrement. Quand on voit l'allure que prend en tout cas les projets, la vitesse avec laquelle on veut les mettre en œuvre, les projets au niveau de l'AES, on peut s'interroger sur, je dois dire, l'efficacité de la CEDEAO. Est-ce qu'elle n'a pas été fondamentalement handicapée par la multiplicité, le grand nombre de pays qui faisaient membre? Prendre une décision avec une grande majorité comme ça devrait être un problème. Donc, il faut peut-être penser pour réussir à des micro-organisations comme l'AES, etc., quitte à faire avancer les projets de façon isolée, comme ça, et ils passent. C'est une expérience à faire. On appréciera au fil du temps si ces pays-là ont plus de chances de réussir. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que les pays qui formaient la CEDEAO jusqu'au 29 janvier étaient des pays qui avaient été colonisés et donc n'étaient pas autonomes au départ, n'avaient pas de capacité à battre monnaie ou à maîtriser leur économie. Donc c'était normal qu'il y ait des pays qui chapeautent un peu tout ça, et peut-être que la CEDEAO n'a jamais réussi à se soustraire de la tutelle de ces pays qui au départ l'avaient aidé à se constituer. Voilà, donc avec le mouvement qui s'est créé au niveau de l'AES, peut-être que les autres pays de la CEDEAO prendront conscience du fait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Allez, on va changer de sujet au cours de ces échanges. Je propose qu'on revienne complètement au Bénin pour évoquer cette affaire, je dois dire, ce serpent de mer qui revient pratiquement à chaque fin de régime au Bénin, l'affaire de troisième mandat. Patrice Talon l'a dit plusieurs fois déjà, il n'a pas l'intention vraiment de revenir à briguer une nouvelle fois la mandature, une mandature à la tête de un quinquennat à la tête de notre pays. Mais en dépit de ces assurances, en dépit aussi des multiples sorties du porte-parole de son gouvernement, des assurances ça et là, en dépit du contenu de la Constitution, ma foi, le soupçon ne s'était pas, et on continue de croire ou de le regarder de biais et de le soupçonner, de penser à 2026 avec beaucoup d'appétit et d'attirance. Oui, et je pense que c'est normal parce que nous n'avons pas encore acquis la culture de la dévolution du pouvoir exclusivement par les urnes. Nous n'avons pas encore acquis cet acquis et nous n'avons pas encore acquis cette culture. Oui, mais ça fait 1990 qu'on a commencé. Ça devrait bien s'ancrer. 91 pardon, qu'on a commencé. Ça devrait s'ancrer dans nos habitudes de façon... Non, c'est un cheminement que nous n'avons pas fait. Ah oui? Et je pense que le moment viendra où nous ferons vraiment ce débat. Ça fait trois générations. Le moment viendra où on fera ce débat, où moi je vous démontrerai que l'esprit de la démocratie, c'est
passer pratiquement sur nos têtes sans jamais s'ancrer Dans notre esprit. Déjà, avec Mathieu Kérékou, quand il a fini ses 2 mandats, il a fallu véritablement un miracle pour qu'il n'y ait pas eu un mandat supplémentaire. Après, il y a eu Boni Yahi, il a beau s'en défendre, il y a quand même un certain nombre de personnes dans la République qui se battaient pour qu'il ait un 3e mandat. Donc, si les Béninois eux-mêmes n'ont pas encore intégré le fait que après 2 mandats, il ne faut plus penser du tout à ce que le président envisage d'en faire un 3e, ce n'est pas le président qui sera la personne la moins intéressée, parce que qui refuse d'exercer le pouvoir? Parce que parfois le président n'est pas preneur, mais à force de persuasion, on finit par lui démontrer qu'il faut absolument qu'il fasse un 3e mandat. C'est pour ça que dans certains pays, je me rappelle au Niger, lorsque certaines personnes avaient suscité le 3e mandat du président Issifou, il les a mis en prison. Mais voilà la liberté d'opinion et de penser. Non, justement c'est ça. Sous le couvert de la liberté d'opinion et de penser, on peut dire oui, le citoyen est libre. C'est ce que nous observons dans notre pays. Cette liberté est due au fait, comme je vous l'ai dit, que nous n'avons pas la culture de la dévolution du pouvoir exclusivement par les urnes. Et nous n'avons pas ancré encore en nous le fait que après 2 mandats, un président doit s'en aller. Il y a des raisons à cela. C'est qu'il y a des gens qui sont dans des positions données. Il y a des gens qui ont des avantages. Il y a des gens qui ont des privilèges aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des perspectives. Il y a des gens qui ont des situations économiques en cours et qui ne souhaiteraient pas que ça s'arrête. Et ces personnes-là, c'est en fonction de leurs intérêts qu'ils suscitent le mandat présidentiel. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le Bénin. C'est parce qu'ils ont un intérêt pour lequel ils auraient bien voulu que le président puisse continuer et exerce un 3e mandat parce que ça leur profite. Et ceux qui combattent cette idée ne sont pas forcément non plus des patriotes. Ah oui? C'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt en jeu pour l'instant et qu'ils considèrent que si lui ne dégage pas, on ne peut pas se remettre en selle tout de suite. Donc, chacun fait son combat, mais il n'y a aucun patriotisme, que ce soit du côté de ceux qui veulent qu'il reste ou du côté de ceux qui partent. Ce n'est qu'une lutte d'intérêt parce que aujourd'hui j'en profite, je veux qu'il reste. Demain, s'il restait, ça m'arrangerait. Ou bien, je n'ai aucun intérêt dans l'affaire aujourd'hui. S'il ne dégage pas, ma situation ne changera pas. Donc c'est un peu cela. Et tant que le jeu politique sera fait de ce genre d'intérêt égoïste et personnel, nous ne sommes pas prêts, en tout cas, de dire que nous sommes dans une véritable démocratie. Et j'en ai toujours eu la conviction que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie. Oui, mais est-ce que la démocratie, c'est fondamentalement la limitation à 2 mandats pour un président? La démocratie, c'est d'abord et avant tout, doit dire une option politique qui doit aider les populations à accéder au bien-être. Et si tant est qu'il y a un président qui accède au pouvoir et qui arrive à réaliser les aspirations de ces populations, pourquoi est-ce qu'on devrait l'arrêter dans son élan? Encore que, quand on les écoute, quand ils accèdent au pouvoir, prendre contact avec les réalités de pouvoir, les maîtriser, avoir les manettes totalement et les contrôler, ça peut vous prendre banalement 3-4 ans. Donc le premier quinquennat, il est passé. Et le deuxième, c'est peut-être les études que vous aviez lancées qui commencent à donner un visage et qui commencent à vous donner une idée de ce que vous avez à faire. Et déjà, vous avez les 10 ans qui sont écoulés. Donc fondamentalement, quand on n'a pas un président qui a une allure, une vitesse assez bien imprimé, bien exprimé, il se retrouve à faire 10 ans sans avoir bougé du iota. Et alors, est-ce que ce n'est pas vraiment une belle option de choisir quelqu'un qui, dans son élan, vraiment comprend un peu les options de développement, et puis on le maintient là pour le temps qu'il faut le maintenir? Alors, je suis d'accord avec vous que c'est un raisonnement qui tient. Et c'est d'ailleurs pourquoi un certain nombre de personnes étaient complètement scandalisées lorsque Patrice Talon était venu au pouvoir en disant « je viens faire juste un mandat ». Parce que ces personnes-là se disaient, non, mais c'est pas possible. Même si tu avais envie de bien faire les choses, un mandat, ça suffira jamais. Bon, et il s'en est rendu compte, il s'en est rendu compte lui-même que le mandat unique ne pouvait pas faire le job. Et ensuite, il a fait un 2e mandat. Bon, mais il ne s'agit pas de regarder le président et de se rendre compte qu'il faut qu'il reste. Il faut regarder la loi. Parce qu'il s'agit de respecter la loi. Et de quelle loi s'agit-il? De la Constitution. Si ensemble, nous nous asseyons entre Béninois et que nous décidons que, bon, la limitation de mandat, en fait, ça ne nous convient pas. Parce que nous ne faisons que répéter ce que les autres font, copier ce que les autres font, sans jamais réfléchir à notre capacité à l'adapter à nos réalités. Bon, si en adaptant
la démocratie à nos réalités, nous considérons que la limitation des mandats n'est pas un fait avantageux pour nous, on supprime la limitation des mandats. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est que le président Patrice Talon a inclus dans la Constitution que de sa vie, nul ne peut et ne doit faire plus de 2 mandats. Bon, à partir de ce moment, ça veut dire que la Constitution interdit même qu'on pense à solliciter un 3e mandat du président de la République. Donc, ce n'est pas respect pour la Constitution qu'on ne devrait pas y penser. Parce que ceux qui ont changé la Constitution, ceux qui ont modifié la Constitution et qui ont introduit cette disposition avaient la latitude de dire on enlève la limitation. Mais ils ne l'ont pas dit. Parce que le peuple béninois est resté très attaché à ce principe des 2 mandats. Et si on faisait un référendum, je ne suis pas sûr que les Béninois disent de sauter ce verrou-là. Encore que la Cour constitutionnelle, dans les années antérieures, avait déjà un peu verrouillé cette disposition. C'était très important pour nous. Bon, maintenant, si tous ensemble, on s'asseye pour dire, bon, on constate que ce n'est pas efficient, ce n'est pas la bonne manière, on peut aujourd'hui, comme les Rwandais l'ont fait, sauter le verrou et permettre au président qui est très capable et qui nous montre chaque jour qu'il est en mesure de faire beaucoup de choses, laisser la latitude à ce président de continuer parce que nous avons beaucoup à y gagner. On n'en est pas là. Et la Constitution, tant qu'elle est en vigueur, il faut la respecter. Je veux bien qu'on évoque ce débat, mais rapidement, une parenthèse. Justement, malgré qu'il y ait la Constitution qui l'a dit aussi clairement, malgré que la tradition démocratique le veuille très bien, on a quand même des citoyens qui vont déposer le recours devant la Cour constitutionnelle pour qu'on leur explique justement s'il n'y a pas une possibilité de faire un 3e mandat à Patrice Talon. Même si ce n'est pas expressément dit. On parle de Nouvelle République. Il s'agit notamment du recours de Christian Enoch Laïndé devant la Cour constitutionnelle qui demande à la Cour de l'aider à comprendre si on n'est pas passé d'une république à une autre à partir de la révision constitutionnelle de 2019. Qu'est-ce que cette actualité ou cette démarche vous inspire? Bon, c'est une démarche normale dans un état de droit. Que les citoyens se lèvent et disent, puisque la loi permet aux citoyens de saisir la Cour constitutionnelle sur un sujet de cette nature-là. Bon, que le citoyen se fasse dire le droit. Maintenant, c'est qu'il faut que la Cour ne fasse pas de l'interprétation pour réécrire la Constitution. Il faut que la Cour dise les choses comme elles sont. Et à partir du moment où nous avons une Cour qui est garante justement de la Constitution et qui peut nous l'expliquer au moment où nous avons un peu d'embarras, comme c'est le cas aujourd'hui, nous n'avons pas à nous inquiéter. N'importe qui peut faire n'importe quel débat et envoyer n'importe quelle question à la Cour constitutionnelle. Moi, je trouve que le citoyen Laïndé a bien fait parce que la réponse de la Cour constitutionnelle mettra un terme définitif au débat ou bien va ouvrir, on va dire peut-être une autre page. Et on sera fixé dans tous les cas. Et c'est pour ça que sa démarche est intéressante. Sinon, on aurait peut-être pu continuer à faire cette suscitation jusqu'à la fin de l'année prochaine. Enfin, jusqu'à la fin de cette année pour que le président puisse déposer sa candidature. Mais une fois que la Cour aura tranché le débat, on sera fixé. Justement, on n'est pas fixé, on est soupçonneux. Et je dois rappeler que nous enregistrons cette émission justement à un moment où la Cour ne s'est pas encore prononcée sur cette affaire. On annonce sa prise de position sur la demande de Christian Enoch Laïndé pour cette journée du jeudi. On verra bien ce que ça va donner. Mais en attendant, les gens sont soupçonneux, les gens regardent bien le chef de l'État parce que la plupart du temps, ceux qui appellent un 3e mandat sont de son entourage. Et on sait que quand quelque chose ne lui plaît pas, il s'est tapé du poing sur la table. En plus que lui-même, il engage certaines actions qui laissent les gens un peu embrouillés. Cette annonce d'une tournée, par exemple, nationale pour passer dans les 77 communes du Bénin peut être une façon, peut-être, en tout cas vu par certains, de faire une campagne, de faire une propagande et d'aller constater peut-être, en discutant avec la population, comment s'arranger pour s'inscrire peut-être, je dis peut-être, dans cette option de 3e mandat. Non, mais je pense que si vous voulez s'inscrire dans l'option de ce 3e mandat, ce n'est pas maintenant qu'il ferait cette tournée. Ah oui? Non, il attendra peut-être un peu plus tard pour faire cette tournée. Mais c'est déjà tard, là, on est à 1 an à peu près du scrutin. Je dis du scrutin, pas de la désignation même du candidat. Je pense que les dépôts de candidature, c'est en octobre. Oui. Il pouvait attendre jusqu'en août. Ah oui. Pour prendre le pouls et voir un peu ce que ça donne. S'il avait vraiment envie de déposer une candidature, c'est pas maintenant. Oui, mais peut-être qu'il s'y prend très tôt pour anticiper peut-être sur d'éventuelles velléités. Parce que c'est déjà trop tôt.
s'il le fait maintenant et que même il y a certains qui manifestent une certaine volonté de le revoir en 2026 au pouvoir, entre maintenant et le moment où il déposera sa candidature, il pourrait se passer beaucoup de choses. Donc je pense que c'est trop anticipé. Si c'est pour ça, si c'est ça l'objectif de la tournée, c'est trop anticipé. Donc l'objectif de la tournée doit être tout autre. Je pense qu'il veut aller toucher du doigt un certain nombre de réalités et savoir comment il boucle son deuxième quinquennat, quels sont les projets qui lui restent à boucler, quels sont les désidératas des citoyens, qu'est-ce qu'il peut enregistrer comme doléance en général, et en tenant compte de tout ça, qu'est-ce qu'il considère comme priorité pour boucler ces 10 ans en beauté. Je pense que c'est un peu ça. D'aucuns disent que c'est une tournée d'adieu. Bon, moi, je considère que ce n'est pas vraiment une tournée d'adieu, puisque l'intéressé, le chef de l'État lui-même, a dit qu'il sera actif pour la présidentielle prochaine. Donc, je considère qu'il a encore une tournée à faire, soit par lui-même, s'il veut un troisième mandat, soit pour faire campagne pour son candidat. On n'est pas encore sur ce sujet. J'espère que le temps nous permettra vraiment de l'évoquer de fond en comble. On pourrait peut-être revenir là-dessus, puisque c'est un sujet qui va rester dans l'actualité pendant bien longtemps. Avril étant encore un peu trop loin. Mais revenons sur cette affaire donc de deux mandats et de démocratie. Quand on voit un peu l'histoire politique des peuples africains, quand on voit leur tradition, quand on voit leur conception du pouvoir, quand on voit comment est-ce qu'ils appréhendent, je dois dire, le chef et sa fonction de chef, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de s'asseoir et de réfléchir à faire autrement notre démocratie? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'insiste tous les jours ici pour le dire, il faut que nous nous asseyons, parce que la démocratie telle que nous l'avons copiée ne correspond pas à notre culture, à notre sociologie. Ça ne correspond pas du tout. Il n'y a pas dans notre culture deux capitaines dans un bateau. C'est ça le principe. Il y a un seul chef. Que ce soit en famille nucléaire déjà. Dans la famille nucléaire, que ce soit dans la collectivité, que ce soit dans le village, partout, quelle que soit l'entité considérée, il n'y a qu'un chef. Et c'est un vrai chef. C'est pour ça que vous verrez que le vice-président du Bénin n'a aucun pouvoir. Le vice-président du Bénin inaugure les chrysanthèmes. Pourquoi? Parce que par notre culture, par notre sociologie, si vous donnez le moindre pouvoir au vice-président, eh bien, le pays sera bloqué. Pour la simple raison que deux capitaines ne peuvent pas cohabiter. Parce que les limites sont difficiles à établir entre les attributions d'un chef et de son adjoint. Donc, à partir de ce moment, le chef garde toutes ses attributions et l'adjoint, il est là pour le cas où le premier serait complètement dans l'incapacité d'agir dans ses fonctions. C'est pour ça que partout dans notre administration, même vous verrez qu'il n'y a que les chefs, les adjoints. Et ça n'existe pas. Est-ce qu'on va continuer à faire prospérer cette conception du chef alors que les temps, ils ont changé? Cette conception du chef est dans nos gènes. Et faire autre chose en oubliant de l'intégrer, c'est ça qui est en réalité la perdition. C'est pour ça que notre démocratie, elle balbutie. Et c'est pour ça aussi que vous verrez que la plupart des pays qui nous entourent ont déjà jeté la démocratie à la poubelle. Il n'y a que nous qui continuons de nous accrocher. Ah oui? Regardez autour de vous. Quoi, le Nigeria, il continue de faire ses deux mandats tranquillement et gentiment. D'ailleurs, même on ne se pose même pas de questions. Buhari, il est parti. Personne ne s'est demandé s'il n'a pas une possibilité de faire un troisième mandat. Au Ghana, on a vu quand même les élections présidentielles faire revenir au pouvoir un ancien président au bout de deux mandats. Je suis heureux que vous donniez l'exemple de ces pays-là, mais la particularité de ces pays, c'est qu'ils sont des pays anglophones. Ouais. Mais ils sont africains aussi. Et ils ont une tradition qui sont restés aussi, qui n'ont pas été déstabilisés, déstructurés, démantelés par une colonisation qui aura tout emporté. Exactement, et vous avez lâché le mot, c'est la colonisation qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est la colonisation qui a fait que nous sommes tels que nous sommes et que nous ne ressemblons pas aux anglophones. Vous voyez, les anglophones cohabitent parfaitement avec la chefferie traditionnelle depuis toujours. Et chaque chose est à sa place. Mais ici, chez nous, on s'est servi de nous pour combattre nos frères. C'est-à-dire qu'on a formé certains d'entre nous pour dominer et exploiter les autres. Le colon est parti, mais il y a des gens qui ont continué de travailler pour le colon.
et de travailler dans l'esprit du colonialisme. Vous voyez, ça fait que chez nous, regardez bien, dans les familles en Occident, il y a la démocratie. C'est-à-dire que le père a des droits, et il sait où ça s'arrête. La mère a des droits, elle sait où ça s'arrête. Et les enfants ont des droits, et savent où ça s'arrête, parce que les enfants, à un moment, peuvent dire à la police, viens chercher mon père, parce qu'il a outrepassé ses droits. Un enfant européen peut le faire. Est-ce que l'un d'entre nous peut concevoir que dans sa famille, au Bénin, il y ait ce genre de démocratie? Alors s'il n'y a pas ça dans nos familles nucléaires, il n'y a pas ça dans notre village, il n'y a pas ça dans notre collectivité, où on se couche de tout son long pour saluer le DA qui est l'alpha et l'oméga, comment voulez-vous que ces mêmes citoyens puissent développer une démocratie réelle à l'échelle nationale? C'est impossible, c'est du simulacre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut regarder la vérité en face et redimensionner un peu la démocratie pour lui donner un visage qui ressemble un peu à notre culture et que nous nous retrouvions un peu dedans. Parce que là, ça ressemble à un système étranger qui nous a imposé. Et c'est pour ça que quand on met la démocratie en parenthèse au Niger, les jeunes envahissent les rues parce qu'ils sont heureux. Quand on met la démocratie en parenthèse au Mali, les jeunes envahissent la rue parce qu'ils sont heureux. Quand on met la démocratie en jachère, enfin je veux dire, en parenthèse au Burkina Faso, les jeunes envahissent la rue parce qu'ils sont heureux. Si la démocratie était une panacée, telle que nous l'avons toujours conçue, perçue, ceux qui perdent la démocratie ne seraient pas heureux. Et pourtant, dans ces pays-là, vous avez vu la joie, l'allégresse que les gens ont exprimé lorsque l'armée a pris le pouvoir dans ces pays-là. Vous voyez un peu. Donc, même là où il y a un semblant de démocratie, les jeunes sont impatients. Aujourd'hui, le Bénin constitue un peu comme un îlot. Et s'il y avait un coup d'État demain qui réussissait au Bénin, personne n'en serait étonné. La plupart des gens diraient, c'était qu'une question de temps, on savait que ça arriverait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si dans un pays où on est à 35 années de démocratie, de pratique de la démocratie, on a encore cette mentalité qu'il est possible qu'il y ait un coup d'État, c'est que nous n'avons rien intégré du tout depuis 35 ans. Parce que si demain on vous dit qu'il y a un coup d'État en France, la première de votre première réaction serait de dire mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si demain on vous dit qu'il y a un coup d'État en Allemagne, vous direz mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible. Parce que les acquis de la démocratie, ce n'est pas sur le papier comme nous on a toujours cru. C'est dans la tête du citoyen. Et pour que ça soit dans la tête du citoyen, il y a un cheminement. Lequel cheminement nous n'avons pas fait. Alors, quelle est l'option qu'on fait? On met tout le monde à l'école de la démocratie importée et on transforme tous les Africains en bons démocrates à l'occidental, ou bien on fait un retour à nos réalités ancestrales, traditionnelles, dans leur conception de la chefferie, et puis on décide désormais de construire une constitution où c'est quelqu'un qui est désigné dès sa naissance pour être chef, et quand il accède au pouvoir, désigné par peut-être son papa ou sa maman, eh bien il garde le pouvoir jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, ça ne dépend que de nous. Et le plus grand tort que nous avons, c'est de penser que ce que les autres ont fait et qui réussit dans leur société, c'est exactement ça que nous devons copier. Le problème que nous avons, je vais vous le dire, c'est que nous avons des élites qui sont formées pour reproduire. C'est aussi ça, l'un des travers de la colonisation. Nous avons été formés pour copier et reproduire. Nous n'avons pas été formés pour concevoir, pour imaginer quelque chose à nous-mêmes, propre à nous-mêmes. Vous voyez, on nous donne les diplômes sur la base du nombre de livres que nous avons pu lire et que nous avons pu restituer. C'est tout. C'est en fonction du nombre de livres que vous avez lus que vous pouvez restituer, qu'on vous donne soit la licence, soit la maîtrise, soit le master, soit le doctorat. Mais qu'est-ce que nous inventons? Rien du tout. Et c'est pour ça que nos élites ne trouvent rien d'autre à faire que d'aller copier la Constitution française pour que nous en ayons une. On va faire et c'est pour ça, quand même c'est pour ça que nous n'avons pas notre système politique propre, qui soit l'expression de notre génie propre, qui soit en tout cas quelque chose qui soit complètement adapté. Mais nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. Nous sommes un pays souverain et indépendant. Notre système politique, c'est nous qui décidons ce que nous en faisons. Ce qui nous arrange, c'est à nous de les décider. Nous n'avons pas à être les bons élèves de certaines puissances ou de certains qui ont fait la démocratie avant nous. Nous n'avons pas à copier
à l'identique ce que les autres font. Parce qu'à l'évidence, ça ne fonctionne pas. À l'évidence, ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas dire que la démocratie était un meilleur système, et la dictature était un meilleur système. La démocratie, il y a dedans, en tout cas, suffisamment d'éléments pour que les peuples s'épanouissent. C'est une très bonne chose. Mais copier cette démocratie à l'identique, parce que les autres ont, par leur cheminement, abouti à ce résultat-là, c'est ça qui est l'erreur. C'est ça qui est l'erreur. Et c'est pour ça que lorsque certains pays sortent de la démocratie et se retrouvent en pleine dictature militaire, ben, les jeunes jubilent parce qu'ils se disent nous avons une autre opportunité enfin de voir quelque chose changer. Parce que cette démocratie-là, elle ne nous fait pas prospérer. Bon, la démocratie qui ne fait pas prospérer, c'est une démocratie, je ne dirais pas d'escafé comme le président Boni Yahi, c'est une démocratie... Vous n'avez pas répondu à ma curiosité. On fait quelle option? Je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas la science infuse. Mais je dis simplement que nous devons, parce que le génie qui peut créer un système politique à nous, ce génie existe dans ce pays. Et il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble pour réfléchir à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon expérimente quelque chose. Quoi ça? Son système politique n'est pas tout à fait identique à celui... Sa gouvernance n'est pas tout à fait identique à la gouvernance de Boni Yahi. Parce que quand il est arrivé, il s'est trouvé quelqu'un pour lui dire vous avez hérité d'un État fragilisé, fracassé, déstabilisé, descendu de son pédestal et tout ça, et vous devez prendre des décisions pour que l'État soit fort. Parce que c'est un État fort qui permet d'avoir des résultats et pas autre chose. Bon, il l'expérimente. Mais pendant qu'il expérimente, nous sommes encore les premiers à dire c'est pas possible, notre démocratie, elle est morte. Il nous faut retrouver notre ancienne démocratie. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, cette ancienne démocratie, tout le monde a déploré les résultats auxquels nous sommes parvenus avec ça. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, c'était une gabegie totale, c'était n'importe quoi, on n'allait nulle part. Et aujourd'hui, on expérimente autre chose et tout le monde crie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a nécessité de s'asseoir pour trouver le juste milieu. C'est-à-dire quelque chose qui nous arrange tous, auquel nous adhérons tous et qui nous permet tous de reprendre un nouveau départ. Le juste milieu sera vraiment difficile à trouver, non? Quand on voit un peu comment, je reviens encore à cette conception de pouvoir, et quand on voit les réalités actuelles du monde, la question des droits de l'homme, la question des libertés, etc., qu'on ne peut pas vraiment associer avec la conception et le fonctionnement du pouvoir dans nos traditions. Le chef, dans nos traditions, il avait droit de vie et de mort sur l'ensemble des sujets, et il participait de la désignation directe, je dois dire, de son successeur, et c'est pratiquement quand il a, pas pratiquement, c'est quand il est décédé que le successeur prend la relève. Il y avait une caste définie clairement dans laquelle on allait choisir celui qui allait le succéder et pas ailleurs. Donc il n'y a pas quelqu'un qui quitte la plèbe pour accéder au pouvoir, etc. On a deux réalités qui se repoussent carrément en matière de conception de pouvoir. Donc trouver le juste milieu doit être très compliqué. Ça nécessite du génie. Et je vous ai dit que ce génie, il existe au Bénin. Quand vous prenez notre constitution, oui, il y a déjà, dans ce que je dis là, il y a déjà un peu ça dans la constitution du Bénin. Ce génie est déjà dans la constitution du Bénin. Parce qu'on a beau copier la constitution française, il y a une disposition dans notre constitution qu'on n'a jamais trouvée dans la constitution française. Laquelle? C'est que le président de la République du Bénin est la seule personne qui définit et conduit la politique nationale. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est une disposition monarchique. En fait, c'est une monarchie qu'on a installée dans un État qui se dit moderne et démocratique. Où le président de la République, moi je ne sais pas si vous avez vu cette disposition dans une autre constitution. Oui, mais en même temps... Parce que vous savez pourquoi ils ont laissé cette disposition dedans? Non, dites-moi. C'est pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Si au Bénin, vous enlevez cette disposition-là de la Constitution, personne ne peut diriger le Bénin. Si vous dites que c'est un petit collège de 3 personnes qui doivent définir la politique du pays, 3 personnes seulement, c'est fini, le pays est bloqué. Il faut que ce soit une seule personne. Et que cette personne ait tous les pouvoirs concentrés. Alors, pour vous dire la vérité, en réalité, le président Patrice Talon est le seul, jusqu'à présent, parmi tous les présidents,
à avoir gouverné le Bénin dans l'esprit réel de la Constitution du 11 décembre 90. Ah oui. Cette Constitution donne tous les pouvoirs au chef. Tous les pouvoirs. C'est lui qui s'assoit pour dire voilà la police que je veux pour mon pays. Voilà la justice que je veux pour mon pays. Voilà l'école que je veux pour mon pays. Voilà le système sanitaire que je veux. C'est lui qui décide tout seul. Et il n'y a aucun mécanisme. Oui, mais il y a la Constitution, enfin pas la Constitution. Il y a le Parlement qui peut à des moments donnés lui dire ici ça peut s'arrêter. Mais le Parlement n'a pas le pouvoir d'arrêter le président. Comment? Mais la preuve, la loi a donné au président la possibilité de nommer à des postes où il est possible de le bloquer. Vous avez bien vu que la Cour constitutionnelle, il n'y a rien qui peut bloquer le président là-bas parce qu'il a la prérogative de nommer. Dans les autres institutions, regardez bien. Cour suprême, c'est lui qui nomme. La HAC, c'est lui qui nomme. Vous voulez le bloquer comment? Mais au Parlement, justement, il suffit qu'il ait une majorité, et c'est fréquent. On doit même prévoir qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous qu'il soit bloqué? Donc, comme je vous l'ai dit, le génie dont je vous parle là, c'est déjà dans la Constitution. La Constitution du Bénin a créé un État moderne, démocratique, mais a mis à la tête de l'État du Bénin un monarque. Quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir. Là, c'est dangereux. C'est ça notre Constitution. Les autres présidents avant Patrice Talon avaient essayé de gouverner dans l'esprit de bon, c'est la démocratie, il ne faut pas insister, il ne faut pas trop taper sur ça, il ne faut pas trop tirer ici. Mais Patrice Talon exerce tout le pouvoir. C'est pour ça qu'on a l'impression que nous sommes en pleine dictature. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire que Patrice Talon a violé une loi? Patrice Talon ne viole aucune loi. Sur Mathieu Kérékou, on a tapé plusieurs fois parce qu'il a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. Il a encore violé. Je me souviens d'un titre du matinal. Mathieu Kérékou a encore violé la Constitution. Boni Yahi violé la Constitution tout le temps. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un titré depuis que Patrice Talon est là qu'il a violé la Constitution? Patrice Talon ne viole aucune loi. Il utilise les lois à son profit. Et c'est ce que la Constitution lui donne. Il va faire voter les lois et puis ça l'arrange. C'est sa prérogative. C'est de ça que je vous parle. Il ne viole aucune loi en le faisant. C'est la Constitution qui lui donne le pouvoir de faire ça. Parce que c'est lui qui définit la politique. Bon, on veut installer les maires, il y a un petit problème. Non. C'est pas ça que je veux pour mon pays. Allez me réviser la loi là. C'est ça. Constitutionnellement, il a ce pouvoir. Mais le danger est qu'il ne peut pas être le seul à détenir la science infuse. Mais c'est la Constitution qui lui donne le droit et le pouvoir même de se tromper et de nous amener tous dans un trou. Mais personne, depuis que les gens parlent de réviser la Constitution, vous avez entendu quelqu'un dire qu'il faut toucher à cet article? C'est cet article-là qui change tout dans la Constitution du Bénin. L'article qui dit que c'est le président seul qui définit et conduit la politique là. C'est cet article-là qui est l'article qui change tout dans notre Constitution. Même en France, ce n'est pas le président qui définit, c'est le gouvernement. C'est mis que c'est le gouvernement qui définit et conduit la politique du pays. Chez nous, le constituant originaire a réfléchi, a dit si tu fais ça, le pays sera bloqué. Si vous dites que c'est un gouvernement qui définit la politique, parce que vous allez voir des ministres qui vont se lever un matin et dire non, moi je ne me reconnais pas dans votre politique, là je démissionne. Le Pierre de la Fèche, quoi. Mais ça n'a pas bloqué le pays. Ah, le pays peut se bloquer. Si les gens s'entendent pour le faire en grand nombre, le pays peut se bloquer. Le Pierre de la Fèche et Mathieu Kérékou ont aussitôt remplacé, mais supposez que c'est 10 ministres qui partent le même jour. Il va remplacer les 10. Il va remplacer les 10, mais ça va se ressentir tout de suite sur un autre plan. Il ne peut pas faire l'affrontement avec tout le monde. Vous voyez, ici, c'est le président et la loi ne dit même pas qu'il doit demander l'approbation de qui que ce soit. La loi ne dit même pas que les gouvernement, ne dit même pas que la loi a un avis quelconque à donner. Il doit prendre l'avis du bureau de l'Assemblée nationale pour former son gouvernement, par exemple. Juste pour former son gouvernement. Mais après, c'est lui qui dit à chaque ministre ce qu'il doit faire. Et pour ça, il demande l'avis de personne. Si Patrice Talon décide de changer complètement le système sanitaire du Bénin demain, il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. S'il décide de changer le système éducatif complètement, il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. La Constitution est en pleine contradiction avec elle-même. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que je vous dis que
Il faut regarder la réalité en face et travailler en se disant que si la Constitution elle-même, on a dû mettre cette disposition dedans pour que le Bénin fonctionne, c'est que nous avons des réalités que nous faisons semblant d'ignorer. Et il faut intégrer ces réalités-là dans notre système politique, c'est tout. Allez, il nous reste à peine 3 minutes pour, je ne sais pas s'il faut évoquer le sujet de la sortie d'Adrien Mbedji, lui qui, ma foi, a parlé au public dimanche dernier. Il a dit beaucoup de choses, Alice Carlos Oké. C'est compliqué de faire le tour d'horizon en 5 minutes, mais on va quand même essayer. Comment avez-vous apprécié d'abord le timing de sa sortie? Ben, le timing, je le trouve pertinent, parce qu'Adrien Mbedji est un homme politique, que depuis 35 ans, il est un professionnel de la politique, et que si quelqu'un connaît le timing pour déclencher un certain nombre de choses, c'est lui. Et par conséquent, je pense que ce qu'il a fait, c'est un discours politique. Et que par conséquent, on ne peut pas lui faire grief de faire de la politique, parce que c'est son métier et que depuis 35 ans, il est dedans. Mais le contenu du discours? Alors, le contenu, il y a des aspects que je trouve extrêmement pertinents. Il parle de liberté, il parle de démocratie, il parle de rassemblement et il parle d'état de droit. Mais là où je suis encore plus d'accord avec lui, c'est que il assimile tout ça à un rêve que nous avons eu ensemble. En 90. En 90. Et il dit quelque part qu'on ne peut pas faire le bilan d'un rêve. Je reviendrai là-dessus jeudi prochain, je pense. En tout cas, le jour où nous parlerons de la conférence nationale, je reviendrai là-dessus. Il dit qu'on ne peut pas faire le bilan d'un rêve. Quand Adrien Mbedji parle rarement, mais quand il parle, il faut l'écouter. Il peut dire des choses qui déplaisent, mais il dit beaucoup de choses sensées. Il dit, les gens viennent me voir pour me dire de faire le bilan. On ne peut pas faire le bilan d'un rêve. On poursuit un rêve. Ça veut dire que même quand vous avez beau rêver que vous êtes dans une Rolls-Royce, le seul fait d'avoir rêvé ne fait pas de vous quelqu'un qui conduit une Rolls-Royce. Et on ne conduit pas la Rolls du jour au lendemain. On peut faire le bilan du chemin qu'on parcourt pour faire il faut déjà commencer par concrétiser. Oui. Il faut déjà commencer par concrétiser le rêve à partir du point de départ avant de pouvoir faire un bilan comme il faut. Mais quel bilan avons-nous? Et ce bilan, je pense qu'il faut qu'on le fasse. 35 ans de démocratie, c'est 35 ans, à mon avis, de temps perdu, de jouissance davantage et de très peu de... Vous êtes très sévère. J'en ferai la démonstration quand viendra l'heure, mais je vous assure que... Ceux qui ont travaillé à faire tenir les élections à bonne date, ceux qui ont travaillé à faire ancrer les libertés, à faire reconnaître, je dois dire, la sacralité de la personne humaine, ceux qui ont travaillé à sacrifier leur temps et leur existence, à faire prospérer le Bénin, même si on a encore du chemin à faire, tous ceux-là n'ont pas travaillé vainement. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé et il y a beaucoup de choses que nous avons pu effectivement gagner. Mais ce n'est pas ce qu'on a pu gagner sur le parcours qui compte. C'est en réalité ce que nous avons pu intégrer, ce qui est rentré dans notre tête. C'est ça qui est l'acquis. Et du point de vue des droits de l'homme, rien n'est acquis. Ah bon? Dites-moi ce qui est acquis. Que nous sommes tous égaux devant la loi et par exemple que il faut distinguer entre ce qui est écrit sur un papier et ce qui est dans la tête du citoyen. Ah bon? Tout est là. La tête du citoyen, on n'est pas égaux? Dans la tête du citoyen béninois, oui. Vous croyez qu'il y a une égalité? Il y a des citoyens qui ne pensent pas que nous sommes égaux. Il y a des gens qui se considèrent comme des marginalisés, des laissés pour compte. La vie béninoise heureuse n'appartient qu'aux hommes politiques et nous, on est là, on subit. Il y a des gens qui pensent ça. Et c'est une multitude qui pense ça. Quand j'ai un problème et que je vais à la justice, je perds à tous les coups parce que l'autre, il est puissant, il a des appuis, il a des parrains. Et si on va en justice, je perds. Je ne peux pas avoir un boulot parce que, bon, ben, évidemment, je n'ai personne. Alors, dans un pays où il y a encore ça, rien n'est acquis. Et
on peut aller d'exemple en exemple pour montrer qu'en réalité, et je vous ai tout expliqué tout à l'heure, si on continue de penser qu'il y a un coup d'État qui est possible, c'est parce qu'il n'y a encore rien d'acquis dans la tête. Si on continue de penser que le troisième mandat est possible, c'est parce que le respect de la Constitution, ce n'est pas un acquis. Et revenant à cette sortie d'Adrien Ngwedi, je l'ai dit, il a évoqué quand même beaucoup de choses. Deux ou trois choses ont retenu mon attention. Et la dernière, la plus intéressante quand même, c'est quand il continue de parler de moi et de mon PRD, alors que nous avons engagé quand même depuis 2016 un certain nombre de choses qui nous permettent d'éviter à ce qu'on soit encore à ce discours. C'est de bonne guerre, parce que Ngwedi Adrien n'est pas grand-chose si on enlève complètement le PRD de sa vie. Sa vie, c'est le PRD. Oui. Et si on est allé lui présenter les vœux, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a toujours un esprit PRD. Donc, le PRD, parti politique, a fusionné avec l'UP, mais l'esprit PRD est resté totalement indépendant. Mais ça devrait rester dans leur esprit à eux, pas sur la place, ça ne devrait pas venir sur la place publique. Mais l'esprit d'un parti politique, c'est un esprit public. L'esprit PRD n'est pas mort. Et les PRD se reconnaissent entre eux et savent qu'ils sont différents des autres. Donc il y a un esprit qu'ils ont cultivé depuis très longtemps. Ça a été quand même le plus grand parti pendant un moment. Ça a été un parti très résilient. Bon, qui a été contraint aujourd'hui de fusionner. Contraint de fusionner. Donc ce n'est pas une fusion décidée de bonne grâce. C'est sous la contrainte. Mais l'esprit est resté. Et cet esprit continue d'être indépendant. Et ça fait que c'est dans cet esprit qu'on est allé présenter les vœux au président Adrien Ngwedi et il a répondu dans le même esprit. À savoir, nous sommes une famille, nous sommes le PRD et le PRD ne mourra pas. Même s'il est dans l'UPR, il ne mourra pas. Il existe toujours. Un marché de dupes alors et une remise en cause complètement. C'est une expérience inédite que d'obliger des partis à fusionner. Peut-être qu'avec le temps et peut-être... les acteurs changeant aussi. Je pense que l'esprit du PRD ne disparaîtra qu'avec Adrien Ngwedi. Ah oui. Oui. Donc tant qu'Adrien Ngwedi vit... Tant qu'Adrien Ngwedi sera vivant, l'esprit du PRD sera vivant. Donc la réforme du système partisan a des problèmes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses du moins. Parce que l'idéal aurait été peut-être qu'Adrien Ngwedi lui-même dise à ses partisans, bon, le PRD il est mort, oublions ça et passons à autre chose. Mais c'est maintenant qu'il constate la difficulté du Bénin à respecter les droits de certains. C'est de la politique. Les exilés politiques. C'est de la politique, les tout prisonniers simplement. politiques. C'est de la politique parce que c'est en flagrante contradiction avec ce qu'il disait il y a quelques années. Oui. En 2018, il tenait un tout autre discours. Absolument. Et donc, nous sommes à la fin d'un cycle de 2 mandats. Il y a un repositionnement à faire. Et Adrien Ngwedi a toujours joué sur ce jeu d'échecs depuis 35 ans, comme je vous dis. Donc, il fait partie de ceux qui savent que, quand on va vers la fin, il y a un repositionnement qui se fait. Et pour que le repositionnement se fasse à votre avantage, vous devez jouer des cartes. Et il a joué les cartes. Mais c'est gros, hein? C'est risqué gros. En tout cas, face à certains partis, ce talent dont on connaît la fermeté de l'action et de la main. J'espère qu'il va avoir. Non, Patrice Talon ne peut pas tenir compte non plus du fait que Adrien Ngwedi n'est pas équitable.